le monophasé et le triphasé se comportent de la même façon, d'après ce que nous avons vu la semaine dernière. Pour le monophasé, on est arrivé à la conclusion que lorsque le circuit devient un peu plus complexe et mélange par exemple des parties série et parallèles, c'était intéressant d'avoir une approche énergétique, et notamment une approche avec les puissances à l'aide du théorème de Bouchereau. Je vous rappelle le principe, les puissances actives s'ajoutent, les puissances réactives s'ajoutent, et les puissances apparentes ne s'ajoutent pas. Par contre, il suffit d'utiliser la formule S égale racine carrée de P carré plus Q carré pour trouver la puissance apparente d'une installation. Ensuite, on calcule facilement le facteur de puissance, qui est cos phi, par K égale P sur S, et on peut utiliser les règles du triangle de puissance. Je vous renvoie au chapitre sur le monophasé. Eh bien, c'est la même chose en triphasé. Les calculs vont vite devenir complexes pour une installation réelle. Donc cette approche énergétique sera beaucoup plus intéressante. Le principe étant que la puissance active représente la puissance qui va se transformer en énergie. Par exemple, de l'énergie électrique convertie en énergie mécanique par un moteur, cette énergie mécanique va être extraite de la puissance active. Même chose pour une lampe. Une lampe va transformer de l'énergie électrique en chaleur et lumière. Par contre, la puissance réactive, c'est une puissance qui se conserve. C'est un peu comme, si je fais l'analogie avec l'énergie mécanique, c'est l'énergie mécanique qui se conserve, c'est-à-dire l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc la bobine va avoir une énergie magnétisante, un peu l'équivalent de l'énergie cinétique, et le condensateur, lui, va stocker ce potentiel d'énergie magnétisante, donc comme l'énergie potentielle en mécanique. Donc la puissance réactive, c'est une puissance d'échange, mais qui reste électrique. Pour les utilisateurs, le plus important étant la puissance active. La puissance réactive, on va l'appeler aussi la puissance magnétisante. Donc maintenant, on va regarder comment utiliser le théorème de Bouchereau lorsque on est en triphasé. Donc, première chose, en triphasé, on va devoir faire deux séparations, deux cas. Le groupement étoile, donc quand on fait des couplages étoiles, le groupement triangle quand on fait des couplages triangle. En fin de compte, lorsqu'on a affaire à un couplage étoile, chaque phase va consommer une puissance qui va être du type VI cos phi. Pour P1, c'est V1, I1 cos phi 1. Pour P2, V2, I2 cos phi 2. Mais comme V1 égale V2 égale V3, I1 égale I2 égale I3 en triphasé équilibré, eh bien en triphasé équilibré, on pourra dire que P égale VI cos phi par phase. Comme nous avons affaire à trois phases, ça va être 3 VI cos phi. 3 VI cos phi, eh bien on peut faire un peu de calcul et le transformer. Parce que V, c'est une grandeur spécifique au couplage étoile, à laquelle on n'a pas accès, par exemple, dans un couplage triangle. Eh bien, on va essayer de faire apparaître à la place d'un V, un U. Eh bien, on sait que V égale U sur racine de 3. Et cette formule devient P égale racine de 3 UI cos phi, si on remplace V par U. Même chose pour la puissance réactive, mis à part que chaque phase va consommer VI sinus phi, et on aboutit au final que Q égale racine de 3 UI sinus phi en couplage étoile. En couplage triangle, c'est un peu la même chose. Chaque phase va consommer ce coup-ci, non pas VI cos phi, mais chaque récepteur est traversé par le courant de phase J, et à ces bornes, une tension U. Donc, chaque phase va être du type UJ cos phi. Comme il y a trois phases, au total, j'aurai 3 UJ cos phi. Même chose que tout à l'heure, J, c'est une grandeur qui est spécifique au couplage triangle. En étoile, on ne parle pas de J. Donc, on va essayer de remplacer J par un I, tout simplement par le fait que J égale I sur racine de 3. Et si je remplace donc J par I sur racine de 3, j'obtiens que P égale racine de 3 UI cos phi.
Avantage, c'est la même formule qu'en étoile. Donc la formule en rouge ici est la formule universelle qui fonctionne tout le temps. Même chose pour Q, la même démonstration nous amène à ce que Q égale racine de 3, 8, sinus phi. Donc au bilan, les formules en rouge sont les formules universelles qui fonctionnent quel que soit le couplage, alors que les formules 3VI cos phi fonctionnent qu'en étoile et 3UJ cos phi fonctionnent qu'en triangle. Au bilan, il faudra retenir donc que P égale racine de 3UI cos phi quel que soit le couplage en watts, que Q égale racine de 3UI sinus phi en var, et S égale racine de 3UI, racine de 3UI, tout court, pour la puissance apparente. Avec le rappel qu'on a obtenu ces formules en utilisant le fait que U égale racine de 3V et I égale racine de 3J en triangle. Phi, le déphasage, est le même qu'on travaille entre I et V ou entre J et U quand on est en triangle. Donc maintenant qu'on a des formules avec les puissances, on va voir comment mesurer ces puissances. On va mesurer ces puissances à l'aide de wattmètres. Mais en réalité, il y a plusieurs types de wattmètres. Il y a le wattmètre triphasé. On n'en utilisera pas puisqu'on n'en a pas suffisamment. Le wattmètre triphasé se branche tout simplement comme ceci. La partie ampèremètre se branche sur une phase et la partie voltmètre se branche sur les deux autres phases. Avantage du wattmètre triphasé, c'est que si on n'a pas de neutre, eh bien on peut quand même faire la mesure. Donc si on a un couplage étoile sans neutre ou un couplage triangle sans neutre, eh bien vous allez pouvoir quand même brancher votre wattmètre triphasé. Autre avantage, c'est que P se lie directement sur le wattmètre et c'est la puissance triphasée que vous avez directement sur le wattmètre. Inconvénient, vous n'en aurez pas pour vos TP. Donc l'autre solution, ça va être d'utiliser un wattmètre monophasé. Donc le wattmètre monophasé fonctionne bien à deux conditions. Première condition, c'est qu'on ait accès au neutre. Et deuxième condition, c'est que ce soit un récepteur triphasé équilibré. Nous, en TP, on aura ces deux conditions de rempli. Donc on pourra faire ce branchement. Alors voilà un wattmètre monophasé classique. Nous, on utilisera plutôt les mesureurs de puissance auxquels on a accès. Ce mesureur de puissance, je vous rappelle, a 2 bornes pour la source d'énergie et 2 bornes pour la charge. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que les 2 bornes du bas, c'est là où se situe la mesure du courant. Donc on va brancher ça sur une phase quelconque. Et la phase, les bornes rouges, qui sont toutes les deux rouges parce qu'elles sont reliées en interne ensemble, on va les relier au neutre. Donc si on regarde, c'est un peu comme si on avait la source d'énergie entre phase et neutre et la charge entre phase et neutre. Avec l'inconvénient que la borne rouge, comme elles sont reliées ensemble, est mise au neutre, alors que les bornes bleues et noires sont mises sur la phase, puisque c'est là que se situe l'ampèremètre, comme je vous l'avais déjà dit. Au bilan, ce wattmètre va mesurer VI cos phi, et on avait vu que pour un couplage étoile, et quand on a accès au V d'une manière générale, eh bien, c'est la puissance d'une phase, il faut donc la mesurer par 3. Donc la valeur lue par le wattmètre est à multiplier par 3 pour trouver P. Donc ça, c'est le montage que l'on fera. La méthode des 2 wattmètres est une méthode intéressante, mais trop complexe à mettre en œuvre avec notre matériel. Donc la méthode des 2 wattmètres fait appel à 2 wattmètres qui sont branchés comme ceci. Donc un wattmètre sur la phase 1 par exemple, un wattmètre sur la phase 2, et le point de référence sera la ligne où il n'y a pas de wattmètre. Donc ici la phase 3. Je vais appeler L1 la valeur lue par le wattmètre 1, L2 la valeur lue par le wattmètre 2. Et là, je vous ai mis en place les arguments pour montrer
à quoi correspond L1 plus L2. Donc je vous ai fait une démonstration. Bon, cette démonstration, je ne vous la demanderai pas, mais elle vous permet de démontrer que quand vous faites L1 plus L2, en réalité L1 c'est le produit scalaire de U12 fois I1, et L2 c'est le produit scalaire de U23 fois I2 en vecteur de Fresnel. Là, avec des petites considérations en remplaçant UN2 par alors là, j'ai fait une petite erreur dans ma démonstration, j'ai mis U12 alors que c'était U13. U13 par V1 moins V3, eh bien, on arrive, après calcul, au fait que L1 plus L2 représente V1I1 plus V2I2 plus V3I3 en produit scalaire, c'est-à-dire la puissance totale. Donc tout simplement, ce qu'il faut retenir, la démonstration, c'est juste pour info, c'est que L1 plus L2, c'est la puissance totale. Et on peut faire une démonstration aussi pour donc démontrer, là on l'a fait que P égale L1 plus L2, mais que Q, c'est racine de 3 de L1 moins L2. Donc on aura accès aussi à Q avec des wattmètres. Mais j'insiste, la méthode qu'on va retenir, c'est celle-là. Et nous, on aura aussi accès à Q grâce à notre mesureur de puissance qui nous donnera le Q d'une phase et il suffira de de multiplier le Q par 3 pour avoir la puissance réactive totale consommée par notre récepteur triphasique. Donc, au bilan, quand vous utilisez le mesureur de puissance, les VAR, il faut les multiplier par 3, les voltampères, il faut les multiplier par 3, et les watts par 3. Par contre, I n'est pas multiplié par 3, U non plus, et le facteur de puissance non plus. Donc les seules grandeurs à multiplier par 3 sont les watts et les VAR. Donc on arrive au paragraphe suivant qui est le calcul des pertes par effet Joule. Donc le calcul des pertes par effet Joule, c'est tout simplement quand vous avez un récepteur triphasé, eh bien il y a une partie résistive qui va se modéliser, si je regarde en couplage étoile, par 3 résistances, ici, et en couplage triangle par 3 résistances mises en triangle. Donc, ici, je vais pouvoir définir d'abord ce que c'est que la résistance entre phases ou résistance apparente. C'est la résistance entre deux phases. Ici, entre les phases 1 et 2, ben, je me retrouve avec deux résistances R en parallèle, en série, pardon. Donc ces deux résistances vont s'ajouter. La résistance apparente sera donc égale à 2R. Par conséquent, petit r, la résistance d'un enroulement, c'est la résistance apparente, donc la résistance entre phases, divisée par 2. Et donc dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir mes pertes joules qui vont valoir au bilan 3RI carré. Et si je remplace R par RA sur 2, je vais obtenir que les pertes joules sont égales à 3 demi de RAI carré. RA étant la résistance entre phases. En couplage étoile, eh bien en couplage étoile, maintenant si je mets mon ohmmètre ici, eh bien je vais me retrouver avec une résistance un peu plus complexe. Je vous rappelle le cours qu'on avait fait au début d'année sur les associations de résistance. C'est que cette résistance petit r est en parallèle avec ces deux résistances. Donc petit r est parallèle à 2R. Ce qui fait qu'au bilan, je vais me retrouver avec une résistance apparente entre deux phases qui est égal à R parallèle à 2R, donc produit sur somme, ce qui me fait au bilan 2 tiers de R. Autrement dit, petit r, c'est égal à 3 demi de RA. Les pertes joules vont être égales à RJ carré, mais comme j'ai 3R, ça me fera 3 RJ carré. Donc le R, je vais le remplacer par 3 demi de RA. Le J qui est spécifique au triangle, je vais le remplacer par I sur racine de 3. Et au bilan, eh bien ici, mon racine de 3 au carré va devenir 3. Il va se simplifier avec ce 3-là. Et il va me rester 3 demi de RAI carré, c'est-à-dire la même formule qu'en couplage étoile. Par conséquent, j'aurai trois formules pour les pertes joules à utiliser. Soit
je connais la résistance d'un enroulement, et donc dans ce cas-là, je prends, si je suis en étoile, 3 RI carré. Si je suis en triangle, 3 RJ carré. Ou soit, et c'est courant dans les exercices, on vous parle de la résistance apparente ou la résistance entre phases qui s'appelle RA. Et donc dans ce cas, la formule que j'utiliserai est la formule universelle quel que soit le couplage, PJ égale 3 demi de RAI carré. Donc là, il faudra s'entraîner sur les exercices pour les pertes joules qu'on va retrouver l'année prochaine, notamment pour le moteur asynchrone. Donc pour le moteur asynchrone, on utilisera souvent cette formule. On va mesurer la résistance entre phases et on utilisera de préférence 3 demi de RAI carré pour les pertes joules, quel que soit le couplage. Je vous avais déjà parlé en monophasé du fait que EDF accepte pour les particuliers de mesurer la puissance seule, mais dès qu'on a affaire à un industriel, EDF va déployer des compteurs spéciaux qui vont mesurer à la fois P et Q, et donc le facteur de puissance. EDF accepte uniquement un facteur de puissance supérieur à 0,93. Si un industriel a un facteur de puissance inférieur à 0,93, eh bien, il va devoir payer des pénalités, notamment l'énergie réactive qu'il consomme. Le remède, eh bien, pour l'industriel, ça va être, au lieu de payer à EDF l'énergie réactive qu'il consomme, eh bien, il va faire un peu, comme on avait vu au début du chapitre, un échange entre l'énergie consommée par les bobines, puisque c'est les bobines qui consomment de l'énergie réactive, et la stocker, cette énergie réactive, dans les condensateurs. Donc il y aura un échange entre énergie réactive consommée par la bobine et énergie réactive stockée par le condensateur, un peu comme on avait vu en mécanique, un échange entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle lorsqu'on a affaire à un pendule. Donc, l'industriel va mettre des batteries de condensateurs en couplage, triangle ou étoile selon, en parallèle de son installation pour pouvoir fournir au plus proche de l'élément qui consomme, donc par exemple ici un moteur, l'énergie réactive. Donc il va produire sa propre énergie réactive. Et comme ça, il n'aura pas à la payer. Et là, vous avez des formules qui vont vous permettre de calculer, on avait fait la démonstration de cette formule en monophasé, de calculer l'énergie réactive à fournir. Plus précisément, il va permettre de calculer la capacité des condensateurs à mettre pour fournir l'énergie réactive souhaitée. Donc en général, le cos phi prime, va se fixer 0,93, c'est-à-dire la valeur fournie, enfin demandée par EDF. Cos phi, c'est votre facteur de puissance d'origine. Et en ayant ces deux grandeurs, vous allez en déduire phi et phi prime, et vous allez pouvoir calculer tangente phi et tangente phi prime. Et donc, si vous êtes en triangle, la tension qui va intervenir sera U carré, et l'énergie stockée par le condensateur sera du type moins 3C oméga U carré. Donc cette puissance réactive stockée par le condensateur, moins 3C oméga U carré, c'est celle que vous allez devoir, celle qui sera fournie aux bobines. Donc au bilan, voilà la formule pour calculer les condensateurs qui vont bien. En étoile, la formule est quasiment identique, il n'y a que le U qui devient V. Donc je vous rappelle que je vous avais demandé de remplir cette feuille récapitulative. On avait commencé à la remplir ensemble avec la première partie. Maintenant, on arrive sur les parties de puissance. Là aussi, il y aura des formules qui vont différer si vous êtes en étoile ou en triangle, mais il y aura une formulation universelle quel que soit le couplage. Donc ici, on avait vu que en étoile, c'était 3 VI cos phi pour la puissance. Par contre, en triangle, c'est 3 UJ cos phi. Et on avait vu qu'on pouvait faire un mix de ces formules pour avoir une formule universelle, racine de 3 U cos phi, qui est la formule à retenir.
Donc là, il suffit de reporter les formules vues dans le cours. Les pertes joules aussi, c'était assez complexe. On avait vu que on avait deux possibilités de mesurer la résistance, soit la résistance réelle d'un enroulement petit r, soit la résistance entre phases ou résistance apparente. Cette résistance entre phases, je l'appelais RA. On avait vu qu'en étoile, RA est égal à 2 petits r et que les pertes joules, c'est 3 petits r i carré. Donc, si on récapitule l'ensemble des formules vues, eh bien, on obtient ces résultats-là. Donc, un RA de petit r, et ici, RA, c'était R parallèle à 2R, donc je vous invite à regarder le cours. Et on avait aussi une formule universelle, quel que soit le couplage, c'est 3 demi de RAI carré. On voit l'intérêt de travailler avec une résistance entre phases pour avoir une formule unique pour les pertes joules. La puissance réactive, ben, ça ressemble fort à ce qu'on avait vu avec la puissance active. La seule différence, c'est que le cos phi devient sinus phi. La puissance apparente, c'est la même chose, à part que le sin phi ou le cos phi disparaissent, il ne reste plus que le racine de 3/8. Et enfin, vous recopiez les formules que vous aviez vues pour les condensateurs. Et je vous demanderai de m'envoyer un scan de cette page remplie. Je vous remercie de votre attention.